أصحاب المعالي والسعادة، زميلاتي العزيزات، زملائي الأعزاء، أعضاء المجمع، حضرات الضيوف الكرام، يسرني أن أرحب بكم باسم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون في هذه الجلسة الممتازة التي ننظمها في بداية السنة الأكاديمية، ونحاول من خلالها أن نفتتح على الأقل بصفة رمزية أعمال المجمع. وفي الأسبوع القادم سيكون لنا موعد مع ندوة هامة تتعلق بتكوين الفكر العلمي، ثم ستكون لنا بعدها ندوة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأعمال التي يقدمها أعضاء المجمع في نطاق الأقسام وفي شكل محاضرات أو ندوات إلى غير ذلك. وأريد أن أنوه بالعمل الذي تقوم به أقسام المجمع، وبهذه المناسبة أعلن أن المجمع قد قرر إحداث جائزة للباحثين الشبان، سيتم الإعلان عنها قريبا، الإعلان عن شروط هذه الجائزة، وذلك اعتبارا لأن من وظيفة المجمع تشجيع الكفاءات الوطنية الشابة، وإنه لا من دواعي الاعتزاز أن يتولى تقديم المحاضرة الافتتاحية لهذه السنة أحد أبناء المدرسة التونسية، مدرسة الجمهورية، الذي تعلم في المدارس العمومية والمعاهد، ثم في مدرسة المهندسين، ثم واصل تعلمه في تولوز في فرنسا قبل أن يلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية، ويبرز من بين الباحثين المرموقين في المجال العالمي لا في المجال الخاص باختصاصه. والأستاذ مهدي البنا له عديد البحوث المنشورة في المجلات العلمية، ولن يحدثنا، لن يخوض بنا في التفاصيل الفنية لاختصاصه، بل سيقدم لنا عصارة تفكيره في البحوث التي يقوم بها، فلسفة هذه البحوث، مغزاها، المقصد منها، وبذلك فإنه سيقدم لنا مادة تهم المثقفين بصفة عامة، وتهم كل الذين يتولون نشاطا علميا ونشاطا فكريا في مختلف المجالات. فأشكره جزيل الشكر على قبول دعوتنا، وأحيل إليه الكلمة. Merci Monsieur le Président. C'est pour les pensées et l'introduction très flatteuse. Je voudrais commencer aujourd'hui par prendre quelques minutes pour ouvrir trois parenthèses. La première, c'est pour m'excuser de la qualité de ma langue. Je suis l'exemple même de ce qui se passe quand on délaisse une langue pendant 15 ans. On en perd pas uniquement le sens visuel des mots, mais aussi on en perd la mémoire phonétique. Et donc, en parlant français, j'ai beaucoup de mal à articuler, et donc je vais essayer de m'aider par des notes pour ne pas perdre beaucoup de temps
à essayer de trouver les mots. Le second point que je voudrais aborder est relatif à cet endroit. En venant ici ce matin, j'ai réalisé que Beit al-Hikma était à deux rues de l'école des cadres de l'enfance et son terrain vague. Et je dis ça parce que quand j'avais 12 ans, j'étais venu... je faisais partie de l'association Jeunes Sons de Tunisie. J'étais venu à cet endroit, à l'école des cadres, pour passer un mois, un camp d'été, et apprendre les rudiments de l'astronautique. J'avais appris des notions très simples pour moi aujourd'hui, mais qui étaient très sophistiquées à l'époque, de gravité, de poussée, d'impulsion. Et on utilisait le terrain vague d'en face pour lancer des micro-fusées. Et donc je trouve très amusant à la limite de me retrouver aujourd'hui à parler d'une rétrospective qui est basée sur ma modeste carrière, à 50 mètres de l'endroit où éventuellement cette carrière avait commencé. Le troisième point est relatif à l'objet de cette institution, Dar al-Hikma, une société savante, une société une société de sagesse, et je ne peux pas passer sans avoir une petite pensée à un de mes professeurs, un professeur de français, Madame Feu Noura Boursali, qui était mon professeur de français à l'ENIT. Sachant que j'étais un fervent amateur de sciences, elle m'avait, à travers beaucoup de discussions, elle m'avait attiré l'attention que science sans conscience n'était que ruine de l'âme. Et elle m'avait encouragé à supplémenter mon côté cartésien par un autre côté un peu plus humain, et de réfléchir non seulement à résoudre des équations et à concevoir des systèmes, mais aussi à réfléchir sur l'implication de toute cette science sur moi-même, sur les gens qui me sont et qui me sont proches. Ceci nous amène au sujet d'aujourd'hui. Je voudrais prendre 40 minutes pour discuter un peu de l'état de l'exploration planétaire tel que je l'ai vécu. Je ne vais pas vraiment parler beaucoup de détails techniques, mais plutôt de vous donner une rétrospective de comment je vois aujourd'hui cette expérience. Et donc la perception que le public a de la conquête spatiale et plus particulièrement de l'exploration des vastes étendues du système solaire et résulte des dépêches relayées souvent par la presse annonçant les grandes découvertes et les grandes prouesses technologiques. Ces annonces en fanfare expliquent rarement le cheminement qui a conduit à ces résultats. En tout cas, elles ne capturent que la culmination d'un scénario qui a débuté des années auparavant. Un scénario dont les acteurs sont des plus humains. Et dont le récit est souvent plein de rebondissements. Durant ma modeste carrière, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir fait partie d'une dizaine de missions spatiales, des missions qui m'ont amené de la Terre à la Lune, à Mars et aux confins du système solaire. Et je voudrais aujourd'hui vous raconter d'une manière rétrospective ces voyages. C'est un récit de voyage pour vous donner un sens du parcours long et difficile qui nous conduit parfois à ces découvertes tant médiatisées.
je voudrais aussi partager avec vous le côté humain de ces conquêtes, un côté que je trouve des plus intéressants dans ce métier. Typiquement, les missions spatiales, et plus spécifiquement les missions planétaires, suivent un cycle de vie à 5 étapes. On a d'abord la genèse de l'idée, ensuite la recherche des financements, après l'implémentation technique de la mission elle-même. Une fois qu'on a des données, on s'occupe de l'exploitation de ces données scientifiques, et enfin, la mission généralement se termine par la communication des résultats à la communauté scientifique et aussi au public. La réussite d'une mission spatiale est souvent tributaire de la qualité de la technologie qui a été développée. Mais les échecs sont souvent tributaires de facteurs purement humains et rarement technologiques. Généralement, les échecs sont dus à une mauvaise gestion, un manque de robustesse scientifique et technique, ou un manque de cohésion et de synergie de travail en équipe. Certes, ce cycle de vie et cette grande susceptibilité aux facteurs humains n'est pas réservé aux missions d'exploitation spatiale. Mais les particularités du domaine spatial les exaspèrent et les amplifient. La première des particularités des missions spatiales est leur longue durée de vie. Il faut savoir qu'une mission spatiale typique passe par une phase de développement de 4 à 5 années, une phase opérationnelle qui peut durer jusqu'à 20 ans, avec souvent une période de croisière de 3 à 7 ans, et plusieurs extensions en fin de mission. Ceci nécessite un engagement du personnel de 5 jusqu'à 25 ans de leur carrière. Je donne ici l'exemple des phases de la mission Maven, la phase nominale de la mission Maven. La mission Maven aujourd'hui, la phase nominale s'est terminée en 2016. Aujourd'hui, on est dans la deuxième extension de mission en 2018, et on pense que la mission durera jusqu'à au moins 2025. La seconde particularité provient de l'incertitude inhérente à la destination. L'environnement de l'objet de destination est souvent inconnu ou mal défini. Pour donner l'exemple, je montre ici une image prise par la sonde Voyager 2 dans milieu des années 70 de la lune Titan, la plus grosse lune de Saturne. Vraiment, on ne pouvait pas décerner grand-chose à l'époque. Et il fallait attendre la mission Cassini et Huygens en 2004 et en 2008 pour vraiment avoir une idée de la topologie de la surface et découvrir tous les lacs de méthane et d'éthane qui jalonnent les vallées de Titan. Pour pouvoir travailler sur une mission spatiale, les acteurs doivent avoir une ouverture d'esprit et un détachement de tout préconcept. Le troisième point est ce que j'appellerais la cohabitation socio-technique. Ceci résulte du fait qu'un large nombre d'experts est en charge d'un petit véhicule très dense, et donc on a un chevauchement et une interdépendance des expertises et des responsabilités. Ceci nécessite une gestion de ressources humaines qui est fluide, mais bien définie, qui soit collaboratif, mais surtout bien hiérarchique. Et ici, je donne un exemple aussi de la structure de management de la mission Maven. Donc, vous voyez à la tête, il y a ce qu'on appelle un principal investigateur qui est flanqué de 2 députés, et il commande une série d'ingénieurs, un nombre d'ingénieurs avec le chef d'ingénieur qui est
project manager, le manager du projet, avec ses députés, et tout ce beau monde, il y a tous les ingénieurs, les leaders des sous-systèmes, les leaders de la conception de trajectoire, du véhicule de lancement, etc., etc., etc. Et on a un système de communication latérale, mais on garde toujours la structure hiérarchique, on respecte toujours la structure hiérarchique dans nos interactions. Étant un amateur d'histoire, je ne pouvais pas ne pas remarquer la similitude la similitude et les particularités entre les missions d'exploration planétaire et les explorations transocéaniques qui se sont déroulées durant l'âge des grandes découvertes. On parle ici du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. C'était une période d'exploration et de cartographie intensive de la Terre, qui a été financée par les grandes monarchies maritimes de l'époque, essentiellement le Portugal, l'Espagne, mais aussi un peu plus tard la France, l'Angleterre et la Hollande. Ces explorations ont été motivés par des facteurs économiques, essentiellement dans l'effort de circonvenir les intermédiaires de Vénitiens et Ottomans qui dominaient les routes terrestres à travers l'Asie et les routes maritimes à travers la mer Rouge, le golfe Persique et l'océan Indien. Ensuite aussi, il y avait des facteurs scientifiques et culturels qui se résument dans l'intérêt des populations post-Moyen-Âge en l'humanisme et le développement d'une curiosité intellectuelle et aux sciences naturelles qui est plus populaire. Et enfin, les facteurs religieux qui se résument dans la continuation de l'effort du christianisme médiéval à essayer de s'instaurer comme une foi universelle. Cette poussée religieuse a été financée et bénie par le pontificat. Et pour faire le parallèle, j'ai choisi trois missions clés, trois missions d'exploration clés. La première a été la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb. La seconde était la première circumnavigation par Ferdinand Magellan. Et la troisième, qui venait un peu plus tard, au XVIIIe siècle, a été la découverte du continent australien par James Cook. Et le parallèle entre ces missions d'exploration et l'exploration planétaire se résume vraiment essentiellement ou se cristallise en 4 points. D'abord, le développement rapide de ces missions d'exploration. Il faut savoir que la première phase de l'exploration du système solaire s'est achevée en moins de 60 ans. Depuis, on a commencé vers la fin des années 60 et par l'exploration de la Lune, l'exploration de Mars avec les sondes Mariner, et on vient de finir il y a 4 ans par le survol de la dernière planète ou la planète naine du système solaire qui était Pluton par la sonde New Horizons. De la même manière, la découverte de tous les continents s'est faite en 200 ans. Ce qui est une durée relativement courte par rapport au temps qu'a pris l'humanité pour découvrir juste le continent, les confins du continent européen et africain. Le second parallèle vient de la nature des bailleurs de fonds. Dans les 2 cas, ce sont des bailleurs de fonds nationaux. Dans le cas de l'exploration spatiale, ces bailleurs de fonds sont les puissances technologiques actuelles, les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et la Chine. À l'époque, c'était de l'exploration transocéanique, c'était les grandes monarchies européennes qui étaient les puissances maritimes de l'époque, l'Espagne, le Portugal, la France, la Hollande et l'Angleterre.
Le troisième point de parallélisme était les nouvelles technologies habilitantes qui ont permis ces explorations. Dans le domaine spatial, on a commencé à faire beaucoup de progrès dès l'avènement de la logique du computer, les systèmes de navigation stellaire, les générateurs radioisotopiques qui nous ont permis d'aller aux confins du système solaire où le rayonnement de soleil ne permet plus de charger des batteries, et les systèmes de navigation inertielle qui permettent à une sonde de ne pas se perdre dans l'espace. Mais à l'époque des explorations transocéaniques, les navires caravelles ont ouvert la voie maritime des grandes explorations, l'astrolabe, le chronomètre, et surtout les nouvelles techniques de cartographie. Enfin, le quatrième point de parallèle vient de la nature des acteurs principaux dans les deux cas. Ce sont des acteurs expérimentés. Dans le domaine spatial, l'équipe scientifique et l'ensemble de l'équipe d'ingénieurs travaillent sous la direction d'un investigateur principal qui donne des directions et donne l'impulsion. Mais à l'époque des explorations transocéaniques, les navires étaient équipés par un groupe de marins expérimentés qui travaillaient sous la direction d'un amiral ou d'un capitaine de navire. Donc on commence toujours une mission par la genèse d'une idée. Le concept d'une mission spatiale prend souvent naissance lors de discussions banales en marge d'une réunion ou d'une conférence. Et le noyau de cette équipe se fait souvent de personnes qui se connaissent ou qui ont travaillé ensemble auparavant. Ces discussions sont initiées par un chercheur qui deviendra plus tard le principal investigateur et inclut des co-investigateurs et les partenaires techniques potentiels. L'objet de ces discussions commence par vraiment d'essayer de formuler un objectif de mission. Et cette formulation est vraiment charnière parce qu'on essaye de vraiment... Une mission réussie essaye toujours de répondre à une série de questions pertinentes mais bien précises, souvent très très simples. Et pour répondre à ces questions, les réponses doivent être accessibles à travers une série de mesures initiées, limitées dans le temps et réalisables par les instruments existants. Ceci nous amène à un parallèle très fort avec les explorations transocéaniques parce que la mission principale de Colomb était très simple. Et pareil pour Magellan. Pour ces deux explorateurs, leur mission était de trouver le passage ouest de l'Inde. Pour le cas de Cook, sa mission était très simple, c'était d'aller dans le Pacifique pour observer le transit de Vénus de 1769 et ce qui permettrait à l'époque de mieux calculer la distance Terre-Soleil. Je montre ici une photo, j'ai trouvé en essayant de préparer cette présentation, des photos d'archives. Cette photo est en fait la première réunion dans la maison de celui qui deviendra le principal investigateur du premier instrument de chimie analytique qui est aujourd'hui sur Mars, sur le rover Curiosity Mars Surface Laboratory. Il nous a invités dans sa maison pour discuter de la possibilité de mettre un projet pareil. Et donc, lors de ces discussions, ce noyau d'équipe réellement passe 3 à 6 mois pour compléter les calculs préliminaires qui démontrent la faisabilité de la mission. Et le principal investigateur part à la recherche du support institutionnel nécessaire pour financer les premiers mois de la formulation de cette mission. Une fois la mission est officiellement formulée, on s'embarque sur un long parcours qui nous amènera potentiellement à la sélection de la mission. Ce parcours est un processus multi-étapes.
qui dure 2 à 3 ans. On passe 1 an à peu près à écrire une proposition qui est ultimement soumise à un bailleur de fonds. Le bailleur de fonds prend à peu près 9 mois à 1 an pour faire une sélection primaire parmi toutes les missions proposées. Par exemple, quand la NASA fait une demande de proposition, ils reçoivent 40 à 50 propositions de mission, et lors de la sélection primaire, ils réduisent cette sélection généralement à 3 missions. Ces 2 ou 3 concepts reçoivent des fonds préliminaires pendant 12 mois pour suivre une phase qu'on appelle une phase de réduction de risque. À la fin de cette phase, l'équipe proposante remet une proposition finale qui est soumise à un audit technique et financier, au bout duquel la NASA, dans notre cas, déclare ou annonce une sélection finale de la mission. Et cette mission, en fin de compte, au bout du parcours, elle a été sélectionnée comme la mission retenue parmi 50 autres. En somme, on finit par investir 2 à 3 ans de travail dans l'espoir d'être sélectionné et en réalisant aussi que nos chances de sélection ne dépassent rarement 5%. Une mission typique a besoin des fois de 2 cycles de compétition. Donc on parle ici de 3 à 6 ans d'investissement personnel. Il y a des missions qui ont besoin de 3 ou 4 cycles de missions et qui ne finissent même pas par être sélectionnées. Parfois, il faut proposer la même mission à plusieurs bailleurs de fonds. On va à la NASA, on présente la mission qui n'est pas nécessairement retenue. On doit aller à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et proposer la même mission. Et ici, le parallèle est très très fort avec les expéditions transocéaniques, parce que par exemple, le Colomb a approché par 2 fois au départ le roi du Portugal, Jean le II, pour le financement de son expédition. Il l'a refusé. Christophe Colomb est parti alors aux républiques de Gênes et aux marchands de Venise pour essayer de les convaincre de financer ces expéditions comme une entreprise privée. Ils l'ont pas financé. Il a alors envoyé son frère à la cour d'Henri VII d'Angleterre pour demander son support. Il ne l'avait pas financé. Et il a fini par traîner derrière la cour des monarques d'Espagne à l'époque de la reconquête de l'Andalousie, en essayant pendant 2 ans de faire du lobbying, qui a fini ultimement par aboutir, et comme on sait, Isabelle la catholique a fini par financer ces expéditions vers le Nouveau Monde. Pareil, Magellan a été débouté par le roi de Portugal, alors qu'il était portugais lui-même. Il a été débouté par le roi du Portugal, Manuel Ier, et il a dû aller en Espagne pour se faire financer par Charles Ier, qui deviendra plus tard Charles Quint. Et donc, ce processus de recherche de bailleurs de fonds est un processus très compliqué, souvent très politique, où il faut présenter le cas, pas uniquement du côté scientifique, mais aussi du côté souvent d'intérêt national ou d'un côté un peu propagandiste. Une fois la mission est sélectionnée, on est tout content, mais on commence après très vite à s'organiser pour une période de 4 ou 5 ans où la mission doit être implantée. Et cette phase d'implémentation est réellement une course contre la montre. Parce que tout projet spatial marche inévitablement vers une date butoir qui est dictée par la mécanique céleste, parce que pour atteindre sa destination, la mission doit être lancée à une date bien précise avec une fenêtre de tir qui généralement n'est pas plus longue que de quelques jours. Et pour nous, la hantise, le scénario cauchemar est toujours de ne pas finir à temps.
de ne pas avoir la sonde et le lanceur sur le pas de tir le jour nécessaire. Donc pendant une période de 4 à 5 ans, on s'occupe de concevoir, fabriquer, tester la sonde, les instruments, et ceci nécessite des centaines de réunions techniques qui se font par téléphone, par Internet, face à face. Ça nécessite aussi énormément de déplacements et de visites d'organisations partenaires. J'ai passé pendant la période d'implémentation de la mission Maven, Ladi et Sam qui se sont chevauchés. J'avais passé plus de 200 jours pendant 3 ans sur la route, au grand désarroi de ma femme. Pendant cette période aussi, il y a un besoin critique d'avoir une gestion active du calendrier d'exécution et des dépenses. Parce que tout retard ou surcoût financier présente un risque d'annulation pour la mission. Je ne sais pas si vous pouvez lire un peu le tableau que je présente ici, mais c'est le niveau, le plus haut niveau du calendrier d'exécution de l'implémentation de l'instrument NMS, Neutral Mass Spectrometer, de la mission LADI, qu'on a dû exécuter sur une période de 4 ans. Sous ce calendrier un peu simple, il y a une quarantaine de pages de détails et de détails d'implémentation. Ensuite, l'implémentation présente un challenge technique. Nous avons un adage que j'ai essayé de traduire de l'anglais qui vient de certains amateurs de la Guerre des Étoiles. Il y avait pour ceux qui connaissent le film, il y a un personnage vert, Yoda, et donc ils ont un peu paraphrasé, et on dit toujours des problèmes techniques tu auras, des problèmes techniques tu solveras, et à temps lassant tu livreras. C'est vraiment trois fois phrase cardinale. On sait qu'on aura des problèmes techniques. On sait qu'on devra les résoudre et on n'a pas le choix. La sonde devra être sur le pas de tir coûte que coûte à une date bien précise. Et quand on est face à des problèmes, généralement on prend le même cheminement pour le résoudre. On commence d'abord par essayer du mieux qu'on peut à anticiper ces problèmes. Il vaut mieux ne pas avoir le problème dès le départ. Et on anticipe ça par avoir beaucoup d'audits, de revues externes. On ramène des experts qui ne sont pas familiers avec ce qu'on fait, on leur demande leur avis. Dans le cas où un problème se présente, on essaye de troquer le temps pour de l'argent. On fait ça par appeler du renfort, ajouter du personnel qui, en fin de compte, c'est payer plus d'argent, mais ça nous permet de ne pas perdre du temps. Et la troisième méthode, c'est d'isoler et conquérir. On essaye d'isoler le problème, permettre à le reste de l'investigation de la mission de continuer son développement, alors qu'il y a une équipe bien de spécialistes qui se penche à résoudre le problème de côté. Enfin, au pire, si on n'arrive pas à résoudre le problème, on s'en accommode. Et on redéfinit le système pour pouvoir quand même garantir la science ou l'objectif qu'on essaye d'atteindre, même si le problème persiste. Vers la fin de la période d'implémentation, on passe beaucoup de temps à tester. Et les tests sont très, très, très importants. Le but de ces tests est de valider le bon fonctionnement du système, de tous les systèmes, et d'identifier la moindre anomalie, de la corriger avant qu'elle se manifeste en vol. La particularité des missions spatiales, c'est quand on a une panne, on ne peut pas se rabattre sur le bas-côté. La sonde, elle est à des milliers de kilomètres de la Terre, et on essaye du mieux qu'on peut de ne pas avoir les problèmes en vol.
Et ici, je montre deux images. Celle du haut, c'est une image qui a été prise par Ramassel, le rover lui-même, qui est aujourd'hui sur Mars. Quand pendant on faisait des tests du marteau-piqueur qui permet de casser les cailloux et de prendre des échantillons. Et l'image, en fait, vous donne une vue de comment le rover sur Mars perçoit son univers. Il le perçoit déformé en noir et blanc. Et donc, vous voyez ici, si j'arrive à pointer, le marteau-piqueur lui-même avec tous les chercheurs et les ingénieurs autour. Je suis le gars qui est juste là. Et donc on avait passé des mois à tester ce système. En bas, je montre le test de vibration de l'instrument SAM. On doit sûrement vérifier que l'instrument ne va pas se partir en morceaux sous les vibrations du lancement. Donc on le met sur une table de vibration et on le vibre à un rythme très soutenu pour vérifier que tout tient ensemble. Ceci, pareil, nous ramène un parallèle très très fort avec les expéditions transocéaniques, parce que les expéditions, par exemple, de Magellan et de Christophe Colomb n'ont pas réellement commencé d'Espagne. Ils ont commencé des îles Canaries. Et il y avait une raison pour ça. En fait, ils partaient de Cadiz, le sud de l'Espagne. Ils utilisaient les 2 semaines de navigation de l'Espagne aux îles Canaries ou parfois aux Açores par mer calme pour tester le navire et tester l'équipage. C'était leur période de test avant de s'embarquer en haute mer. Donc on fait en fait la même chose dans les missions spatiales. Enfin, la dernière année de développement est souvent l'année la plus critique. Elle est la plus critique pour plusieurs raisons. La première, c'est que le véhicule et les instruments sont dans leur configuration la plus complexe et donc dans leur état le plus fragile, le plus vulnérable. Toute erreur peut avoir une conséquence dévastatrice. La seconde raison est que les marges de temps et de financement sont au plus bas. On est très proche de la date de lancement, on n'a plus beaucoup de marge dans le calendrier, et on n'a plus beaucoup de marge dans les financements, on est à la limite du budget. Et la troisième vulnérabilité vient du fait que le personnel est à sa limite de productivité. Tous les ingénieurs et les chercheurs ont passé 3 à 4 ans dans un environnement très stressant. Ils sont déjà fatigués, très stressés, et donc on est amené souvent des fois à pousser le personnel à prendre des vacances forcées pour ne pas tomber dans l'erreur. La vulnérabilité de la mission, je l'ai vécue. MSL, par exemple, le Mars Science Laboratory a été décalé 2 ans à 6 mois du lancement. On a dû prendre un retard de 2 ans à cause d'un problème technique dans le véhicule lui-même qu'on a découvert dans les derniers 6 mois. La mission Rosetta, une de mes premières missions, a été décalée d'1 an. À 1 mois du lancement, parce qu'il y avait un problème sur le lanceur Ariane 5. La Rosetta devait être lancée sur une fusée Ariane 5 nouveau modèle, ce qu'on appelle Ariane 5 lourd, et la même fusée le premier prototype a été lancé avec un satellite commercial, elle a explosé, et donc tout le monde a commencé à s'inquiéter de ce qui adviendra de la sonde Rosetta si on la met sur le même prototype de fusée. La décision a été prise de retarder le lancement d'1 an, le temps de comprendre ce qui s'est passé à Ariane 5. Et enfin, un autre exemple, celui de Maven, c'est un autre type de problème, un problème d'ordre plutôt politique. La mission a failli être décalée de 2 ans. On était sur le pas de tir, on était à 3 semaines du lancement, et comme en Tunisie, les États-Unis doivent passer un budget chaque année, un budget d'État. Les États-Unis le passent, leur budget ne commence pas le 1er janvier, il commence le 1er octobre. La sonde Maven devait être lancée vers le 20 novembre, et la politique n'avait pas bien fonctionné, même aux États-Unis, et ils ont leurs problèmes. Et ils n'avaient pas passé un budget au 30 septembre. Et donc, quand on ne passe pas un budget d'État, l'État ferme.
on ferme à clé, tous les fonctionnaires ne peuvent plus travailler à partir du 1er octobre. Et nous, à la NASA, nous sommes des fonctionnaires, et donc on a été notifié par email qu'à partir du 1er octobre, on était sur le pas de tir à Cap Canaveral, on ne pouvait plus travailler sur la sonde. On n'avait que 4 semaines pour lancer, et il fallait faire énormément de pression, de lobbying, s'adresser aux sénateurs, certains sénateurs au Sénat américain, pour avoir une dérogation, pour qu'une quarantaine d'ingénieurs aient une dérogation pendant les 3 semaines pour pouvoir finir les derniers préparatifs et lancer la sonde. Et donc on avait lancé la sonde alors que tout le gouvernement américain n'était pas fonctionnel. Et si on n'avait pas fait ça, on aurait essuyé un décalage de 2 ans, parce que la fenêtre de tir était uniquement disponible pendant une semaine, toutes les 2 années. Et donc, heureusement, nous avons résolu ce problème-là, et ici je vous montre une photo prise la veille du lancement sur le pas de tir au Cap Canaveral. Vous voyez derrière la fusée Atlas 5 qui avait lancé la sonde Maven, et le parterre des cinquantaines d'ingénieurs et de techniciens qui étaient présents au lancement. Je suis le gars qui est tout souriant et tout content et tout jeune d'ailleurs, au premier rang. Donc, la phase de lancement se termine généralement quand le véhicule acquiert sa trajectoire finale. Après la phase de lancement, une phase de croisière commence. Cette phase s'étend sur une durée de quelques mois, et elle peut durer jusqu'à une dizaine d'années. Je donne ici l'exemple de la sonde Rosetta, que vous voyez le planning en bas. Elle avait la période de croisière a duré 10 ans, durant laquelle la sonde a été mise plusieurs fois en hibernation. Durant la période de croisière, le véhicule est généralement autonome, partiellement en hibernation, et on fait de temps en temps quelques manœuvres de correction de trajectoire, mais sinon le véhicule est livré aux lois de la mécanique spatiale. La phase de croisière est une phase aussi très importante, parce que c'est la période durant laquelle la taille de l'équipe technique se réduit progressivement. Et ces départs marquent généralement le commencement d'une nouvelle phase, celle d'une phase de solitude et de monotonie. Et ces phases se retrouvent aussi dans les récits des explorations transocéaniques. Dans les journaux d'expédition de Colón, Magellan et de Cook, on trouve toujours des récits de monotonie, des récits de lassitude pendant ces longues semaines de traversée de l'océan. Et aussi, on trouve aussi un certain sentiment de tristesse et d'agonie quand l'équipage commande à perdre inéluctablement un certain nombre de marins. Par exemple, dans l'expédition de Magellan, des 250 marins qui ont commencé l'expédition, 3 ans après, le navire dont j'oublie, le Victoria. Le navire Victoria est revenu uniquement avec 18 marins, des 250 marins originaux, le reste des marins ont péri. Magellan a dû laisser derrière lui 40 de son équipage sur Haïti, sur le voyage de retour, parce qu'il avait perdu l'un de ses 3 bateaux. Donc la perte de l'équipage est quelque chose qu'on vit dans les missions spatiales. C'est toujours un moment triste, mais c'est quelque chose d'inévitable. Enfin, pendant les accidents, pendant la période de croisière, on a aussi souvent des accidents de route. Ces accidents ou ces catastrophes se produisent à cause des tempêtes solaires, des fois à cause de pertes de communication ou de problèmes de technique majeurs. Ici, je montre une image d'une émission, la mission Contour. On avait lancé la sonde d'une manière convenable, et au bout
bout d'un mois de croisière, on avait fait une correction de trajectoire, au bout de laquelle on avait perdu la sonde, et on a perdu le contact de la sonde, et en regardant, en prenant des images des étoiles, on a réalisé que la sonde s'est brisée en 4 morceaux, et en fait elle a explosé lors de la manœuvre, et la mission s'est terminée tragiquement. La fin de la période de croisière signale l'arrivée de la sonde à l'endroit de l'objet de destination. C'est un moment d'excitation très très fort. C'est le moment où les premières données sont renvoyées par la sonde de ce nouveau monde, et on est généralement très enthousiaste, et c'est là généralement que le public entend parler de ces missions. C'est lors de notre arrivée, vous voyez les images des chercheurs et des ingénieurs avec leur sentiment d'euphorie, et c'est généralement des moments inoubliables. C'est des moments qui présentent un mélange d'enchantement, de soulagement, et même un peu de panique, parce que maintenant il faudra dépouiller toutes les données et expliquer ce qu'on voit de cette petite parcelle d'univers. Et là je montre des images lors de l'arrivée, la salle de contrôle où j'étais présent lors de l'arrivée de la sonde MSL quand elle atterrit sur Mars. Et le graphe à côté, sans rentrer dans les détails, en fait c'était les premières données de la sonde Maven. C'est la composition de la haute atmosphère de Mars qui a été mesurée pour la première fois il y a 3 ans, et qui montrait toute la chimie complexe qui se produisait dans les hautes atmosphères de cette planète. Mais réellement, les grandes découvertes ne se fassent pas durant les premières semaines. Les grandes découvertes mettent plusieurs mois et nécessitent des observations méthodiques, qui nécessitent aussi des analyses de données souvent pluridisciplinaires, et ces résultats, généralement, on les présente dans des journaux de référence comme Science, Nature, Geophysical Research Letter, etc. etc. Ces résultats sont la raison même pour laquelle la mission a été conçue, et donc notre bailleur de fonds, dans mon cas la NASA, nous tient pour résultat le nombre de publications et de découvertes qu'on arrive à présenter à la communauté scientifique. Ceci est l'équivalent un peu des cartes et de la cartographie qui est établie lors des grandes expéditions transocéaniques de l'âge de découverte. Ici, je montre 2 grands résultats qui ont été publiés récemment. L'un sans rentrer dans les détails à gauche, c'est le résultat qui montre que l'atmosphère de Mars avait perdu 80% de sa masse, et qui explique pourquoi aujourd'hui l'eau n'existe pas sur Mars, parce qu'en fait l'atmosphère s'est évaporée vers l'espace. Et donc ces données racontent exactement cette histoire. Et à droite, en fait, c'est une courbe qui montre le signal très 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 fin de la présence d'eau dans l'exosphère, ou l'atmosphère très tenue de la Lune, qu'on avait découvert avec la sonde LADEE. Et en fait, la Lune n'a pas d'atmosphère, sûrement très très peu d'eau dans ce qui est résiduel, mais de temps en temps, quand un caillou frappe le sol, il éjecte toute la glace, ou il vaporise toute la glace qui est enfouie sous le régolith de la surface. À la fin d'une mission, généralement, on ne s'arrête pas là. Quand la mission principale est terminée, l'équipe originale ou une autre équipe remplaçante peut proposer une extension de la mission mère. Et pour ça, on doit présenter une autre proposition au bailleur de fonds. La proposition, elle doit présenter de nouveaux types d'observations, et des fois même une nouvelle destination. On prend la sonde et on l'envoie vers une autre planète ou une autre lune. Et là, je montre des résultats aussi très récents qui viennent de la phase d'extension de la mission Maven. Maven, c'est une mission qui a été conçue pour étudier les hautes atmosphères et l'ionosphère de Mars. Et on a eu l'idée pendant la phase d'extension, par un jeu un peu judicieux des opérations, on a transformé, on a réussi à prendre des mesures des courants de vent
qui se situe dans la haute atmosphère de Mars. Et donc là, vous voyez une carte des vents dominants de la haute atmosphère de Mars. Ce concept d'extension existait aussi durant les expéditions transocéaniques. Par exemple, après l'observation du transit de Vénus, Cook on l'a envoyé avec une enveloppe cachetée, qu'il a dû ouvrir une fois, il était en plein Pacifique, après avoir rempli sa mission principale, il a ouvert pour découvrir sa nouvelle mission qui était d'aller explorer la région méridionale et essayer du Pacifique et essayer de découvrir le continent de ce qui est aujourd'hui l'Australie. Enfin, après plusieurs extensions, on arrive toujours à une certaine fin de mission. La mission arrive fatidiquement à sa fin quand ses ressources d'énergie s'épuisent, il n'y a plus de carburant pour faire les corrections de trajectoire, ou que le vaisseau n'est plus fiable et qu'il faut vraiment arrêter de l'opérer. Et où des fois, même si le véhicule est complètement en bon état, les résultats scientifiques ne justifient plus la continuation de la mission. Et donc le bailleur de fonds nous demande d'arrêter de l'exploiter. Et là, je montre deux images. La première à gauche, celle une vue d'artiste, comment on a disposé de la sonde NEAR qui a orbité pendant 3 ans un astéroïde qui s'appelle Eros. Et quand on savait qu'on n'avait plus beaucoup de carburant, on a gentiment déposé la sonde sur la surface d'Eros pour la postérité, et on a éteint tous les systèmes en espérant que dans 100 ans ou 200 ans, les humains qui exploreront avec des moyens plus sophistiqués le système solaire iront faire de l'archéologie sur Eros pour découvrir ce qu'on avait, leurs ancêtres ont laissé derrière. Et à droite, je montre l'une des dernières images de la sonde Messenger qui s'est écrasée en fin de mission sur la planète Mercure. C'est une image qui a été prise à peine quelques centaines de mètres d'altitude. C'était le dernier signal qui a été envoyé par la sonde. Et donc, à la fin de la mission, on revient sur Terre. La fin de l'émission est toujours un moment de plein d'émotions qui se mélangent. On a des sentiments, il y a beaucoup de tristesse parce que c'est la fin d'une aventure. C'est aussi le décès d'une extension de soi. La sonde devient une extension de soi. C'est comme si on perdait un bras. Ou une jambe. Il y a aussi le sentiment de fierté par le volume et la qualité du travail accompli. Il y a beaucoup de réflexions, surtout dans les semaines qui suivent, et de rétrospection sur le rôle de chacun dans la réussite de cette mission. Et il y a surtout, et pour moi, une grande appréciation de la chance qu'on a d'être des explorateurs des temps modernes, d'être un petit marin ou un simple marin d'un équipage, d'un navire comme celui de Colomb, de Cook ou de Magellan. Mais toutes ces émotions, généralement, s'évaporent très très vite parce qu'on ne reste pas souvent longtemps sur Terre. Et souvent, on repart de suite en mission d'exploration parce que souvent, en parallèle, on fait partie d'un équipage d'une autre expédition. Et donc, c'est ça notre cycle de vie et ça nous garde toute la fraîcheur et l'enthousiasme d'aller toujours de l'avant. Et donc je vais m'arrêter ici, si j'ouvre le parterre aux questions, si vous en avez quelques-unes. Merci. شكرا أستاذ مهدي، أمتعتنا وأفدتنا بما يحف بمغامرة البحث في هذا المجال، مجال الفضاء. ويسعدني قبل أن أحيل الكلمة إلى عميدنا الأستاذ رضا مبروك الذي يرغب في أن يقول كلمة، يسعدني أن أهديك باسم المجمع ميدالية بيت الحكمة. عايشك، سي جونتي، عايشك. Merci beaucoup, Arif.
Merci beaucoup. معلش. سيدي رئيس المجمع، السيد العلامة سي المهدي، قد استفدنا بهذه المحاضرة وبارك الله فيك. يعني بعثت التفاؤل عند شبيباتنا، لازم يدرسوا، والعلوم ما زالت تتوسع كما قلت، العالم هذا والعالم الآخر. ويعني نحس واحنا nous sentons comme vous avez senti cette joie, à votre arrivée. Nous la partageons en tant que Tunisiens. Merci. حاجة برك، أنا أتمنى لو نظرتكم السامية إلى الفضاء، وبارك الله فيك، يعني هذا مشروع هام وإن شاء الله يتواصل، لكن هل ممكن توجيه هذه النظرة بعض ما إلى أرضنا هذه اللي احنا عايشين فيها وعلى ساكنيها؟ يعني هي زادة تحتاج يمكن أكثر من مارس، سامحني، يعني أجور، يعني تحتاج منكم مجهود، وإن شاء الله نتفائلوا للمستقبل اللي تكون تونس مش عايشة في الفضاء برك، عايشة هنا. بارك الله فيك. Merci pour répondre. Je ne vais pas répondre, c'est juste une remarque. Ce qu'on fait en planétologie, et c'est la discipline de la planétologie, il y a une spécialité, ce qu'on appelle la planétologie comparative. La nature, contrairement à la chimie ou certains domaines de la physique, en planétologie, la nature ne nous permet pas de faire de l'expérimentation. Et donc on utilise les autres planètes comme des laboratoires qui nous expliquent en fin de compte, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe sur Terre. En comprenant pourquoi Mars a perdu son atmosphère, on comprend ce qui adviendra de la Terre. Éventuellement, la Terre perdra son atmosphère. En comprenant pourquoi le Vénus a une température aussi élevée dans l'atmosphère, on comprend aujourd'hui la mécanique de l'effet de serre qui opère sur Terre. Et donc, en partant chercher le savoir ailleurs, en fait, ce n'est pas une quête qui n'a pas de but, c'est une quête de savoir pour ramener une information qui nous est utile aujourd'hui. La NASA, par exemple, et c'est le cas presque de toutes les agences spatiales, la moitié de leur budget est consacré à l'observation de la Terre. Pour chaque sonde qui est envoyée vers Mars ou vers Pluton ou vers une autre planète du système solaire, la sonde envoie 5 sondes en orbite autour de la Terre pour regarder l'érosion des sols, pour essayer de gérer les ressources en eau, pour comprendre les phénomènes de désertification, etc., etc. Et donc le spatial n'est pas uniquement une quête utopique ou une quête un peu romantique, le spatial est aussi une quête de survie. Notre survie comme humain, la survie de l'humanité passera par le domaine spatial. On est né sur Terre, mais on travaillera dans une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, pas uniquement les Américains, mais les Tunisiens et tous les peuples du monde, on travaillera dans l'espace et on utilisera l'espace comme une plateforme de survie de notre vaisseau à nous, qui est la Terre. أستاذ منجي بورغو يرغب في آخر الكلمة.
Merci Simé de tout ce que vous avez dit. Donc on a appris énormément. Permettez-moi de vous poser une question parce que abstraction de la Terre pour les autres planètes, en l'occurrence la Lune ou Mars ou autre, on voit sur imagerie satellitaire la plupart du temps des traces de ravinement, d'oxydation ou de cristallisation. Donc est-ce que ces cristallisations existent ou oxydation, est-ce que cela veut dire qu'il y a eu une vie? Évidemment, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais je parle à l'échelle géologique. Merci. Ouais. C'est une question très pertinente. En fait, là, il y a deux. La recherche aujourd'hui, on vient de finir la phase principale de l'exploration du système solaire, qui, pendant 50 ans, on a essayé de déjà faire le portrait de famille. On cherchait à faire un peu la généalogie du système solaire, à comprendre qui est la planète voisine, qui est la planète cousine, qui sont nos grands-parents dans le système planétaire et qui sont nos cousins ou nos cousins éloignés. Maintenant, on rentre dans une phase de recherche de vie, de recherche du semblable, de comprendre pourquoi la Terre, en fin de compte, paraît être la seule planète du système solaire où la vie a pu prendre naissance et se développer. Et donc, en regardant sur d'autres planètes, on essaye toujours de faire la différence entre ce qui est une signature de vie, de ce qui est une signature d'un processus géologique normal. Et donc, 99% de ce qu'on voit dans les images des sondes spatiales, que ce soit de Mars ou de la Lune, de Mercure d'ailleurs, sont des traces de phénomènes géologiques qu'on comprend très bien et qui se produisent sur Terre. La signature de vie présente et sûrement probablement passée est beaucoup plus compliquée à détecter. La vie est très subtile. Elle laisse très peu de traces et les traces sont très compliquées à déchiffrer et ces traces sont faciles à masquer. Par exemple, pour vous donner un exemple, on cherche il y a une mission en formation dans la phase d'implémentation à la NASA qui s'appelle Clipper, qui va partir en 2023 vers la l'une des lunes de Jupiter Europe, où on avait découvert des étendues de glace et on pense que sous ces étendues de glace, c'est un glacier en fait, sous ce glacier il y a un océan d'eau salée de à peu près une 50 km de profondeur. Et quand on parle, l'eau salée est un catalyseur de vie. Il permet aux molécules de réagir plus facilement et donc les instruments qu'on essaye de fabriquer pour cette sonde sont des instruments qui vont aller chercher des traces d'ADN, des traces de molécules organiques très complexes ou des traces de méthane par exemple, parce qu'on sait que la vie telle qu'on la connaît sur Terre, elle produit du méthane. Tout le méthane qui est dans l'atmosphère de la Terre est produit par les vaches sur Terre, et le méthane a une durée de vie dans l'atmosphère qui est très très courte, il ne persiste pas. Donc si on va sur Europe et on trouve des traces de méthane, c'est qu'il y a un processus contemporain qui est en train de produire ce méthane, et généralement c'est des bactéries ou c'est une forme de vie. Et donc il y a toujours cette quête d'essayer de concevoir des instruments qui peuvent faire la différence entre ce qui est géologique, qui se produit partout dans l'univers probablement, et de ce qui est plus rare et qui a relation avec la vie. Ma question est liée à la précédente. Je suis là. Oui, c'est que votre domaine, qui est donc l'exploration de l'espace, a beaucoup nourri l'imaginaire et la création littéraire et cinématographique. Et ça a été un vecteur, parce que nous sommes dans une académie qui sommes aussi préoccupés du littéraire. Et je vous félicite d'avoir d'ailleurs pris l'aspect humain de cette recherche et de l'avoir comparé avec les explorateurs transocéaniques, ce qui nous a brusquement décomplexé du côté scientifique incompréhensible qui est souvent pour nous. Et vous avez très pédagogiquement remis ça à l'échelle humaine. La question, c'est, comme nous avons beaucoup rêvé et que cet imaginaire a créé beaucoup d'œuvres, l'œuvre de Wells ou
même en Amérique, la Ray Bradbury, il a même fait les chroniques martiennes. Est-ce que chaque fois que nous avons des résultats de vos explorations, nous avons un sentiment de déception et de solitude? Parce qu'on se dit, tiens, finalement, il n'y a pas de martiens, alors que pendant des années, il y a des livres et des livres sur le fait que les martiens vont soit nous envahir, soit... Et puis, il n'y a pas de vénusiens. Donc, ma question est simple. Est-ce qu'il y a quand même, elle est liée à la précédente, un espoir que peut-être dans le système solaire, à moins que vous ayez épuisé ou en dehors du système solaire, est-ce qu'il peut y avoir une autre forme de vie qui nous sortira de cette solitude que nous sommes seuls dans l'univers? Merci. La réponse est certainement. L'univers, une galaxie comme la nôtre, elle contient à peu près 150 milliards d'étoiles. On en connaît une centaine de milliers de galaxies comme la nôtre, donc on parle de milliards et de milliards d'étoiles, avec éventuellement des systèmes solaires comme les nôtres. Il n'y a rien qui fait que la vie ou la forme de vie que nous connaissons soit unique. On n'est pas unique, on n'est sûrement pas unique. La question est que, vu l'échelle de l'univers, est-ce qu'on arrivera un jour à rentrer en contact avec une forme de vie qui est assez évoluée pour pouvoir communiquer, et si on rentre en communication avec eux, est-ce qu'on arrivera à les comprendre? Et ça est une question très importante, et c'est une question scientifique en fait, parce que il y a toute une institution qui est financée par la NASA qui s'appelle le CETI, l'Institut scientifique de recherche extraterrestre aux États-Unis, dont leur travail de recherche est centré sur comment on peut, s'il y a une autre vie dans l'univers, quels pourraient être leurs moyens de communication? Parce qu'on ne va pas s'attendre que l'extraterrestre d'une autre étoile ait la même technologie que nous. Aujourd'hui, on communique essentiellement avec des ondes électromagnétiques, le portable, tous ces véhicules-là se basent sur l'onde électromagnétique. Peut-être que ces peuples-là n'ont pas cette technologie ou ont une technologie qu'on n'a pas. Et donc, il y a toute une réflexion qui est qui un peu touche au social, mais qui est une réflexion scientifique de base pour essayer d'anticiper comment on peut éventuellement détecter des signaux intelligents ou des signaux de vie ailleurs. Mais le tout part de la base qu'on est sûr qu'il y a une vie ailleurs. Et il n'y a pas de doute quand on calcule les probabilités, rien qu'un calcul mathématique brut. La probabilité qu'il y ait une vie ailleurs qui soit semblable à la nôtre, et la probabilité est très très haute. Le problème, c'est d'avoir la probabilité que cette vie soit accessible à nous, qu'on puisse communiquer avec. Et en parlant un peu de cinématographie, tous les institutions, tous les grands bailleurs de fonds, que ce soit l'ESA ou la NASA dans notre cas, nous imposent dans notre projet, dans notre budget de projet de mission, on réserve toujours 2% du projet à on appelle le public outreach, la vulgarisation des résultats scientifiques de la mission. Parce qu'on utilise l'argent du contribuable, le contribuable n'est pas censé être un scientifique, et donc on a le devoir de inspirer ses enfants pour continuer cette recherche-là. Et donc, 2 à 5% du budget vont automatiquement dans chaque mission à faire des petits films, à faire des petites brochures. Ça fait partie de mon travail d'aller dans les écoles. C'est quelque chose que je dois noter dans mon rapport annuel, combien d'écoles j'ai dû visiter pour essayer d'inspirer les jeunes avec des moyens didactiques ou des moyens audiovisuels pour poursuivre le type de carrière que je fais. Alors, Dr Albanna, c'est Dr Habiba Chabouni. Je suis médecin, je suis généticienne.
Je vais d'abord vous remercier pour la réponse que vous venez de donner à notre cher ami Farid Bourdi pour l'existence effective d'autres êtres vivants sur cet univers. Je voudrais également vous remercier pour cette très belle présentation technique de votre travail. Et je voudrais, par contre, interroger maintenant à la fois votre facteur humain que Feu Noura Boutsali a pu implanter en vous et pour répondre à la deuxième partie du titre de votre conférence sur la quête de soi. Alors, est-ce que votre expérience, à vous, sur le plan pratique, vous a donné la possibilité et le temps, puisque vous êtes tellement occupé, d'une réflexion sur la quête de soi, effectivement, à travers les étoiles, l'univers et les planètes, et quelle serait la relation, non pas matérielle, mais la relation virtuelle, pour ne pas dire spirituelle, entre l'être humain, qui est ici sur Terre, et les différentes planètes qui, probablement, d'après ce que certains disent, sont là pour effectivement nous diriger dans notre vie quotidienne. Merci. Merci pour la question. Pour ce qui est de ma quête personnelle, sûrement, au bout de ces quelques années où j'ai pu exercer mon métier à travers toutes ces missions d'expédition, j'ai acquéri une certaine, j'aime pas le mot, mais une certaine sagesse à au moins essayer de comprendre ce qui est important dans mon métier. Au début, ce qui était important pour moi était le côté technique, le côté scientifique, le côté de pouvoir répondre à une question. Aujourd'hui, c'est pas ce qui m'attire le plus dans mon métier. Ce qui m'attire le plus et ce que j'apprécie le plus, c'est les gens autour de moi, c'est mes collègues. C'est de pouvoir travailler avec des gens d'une certaine, de haute intégrité, d'une certaine, non seulement d'un grand savoir, mais surtout d'une très grande intégrité, d'un grand enthousiasme, d'un grand humanisme, des gens avec qui en fait on passe encore comme des marins, on passe des années dans le même navire, on s'attache, il devient notre famille et lors de la réussite d'une mission, généralement on apprécie beaucoup le collègue que la machine. Parce que c'est le collègue qui a mis les heures que ce soit du côté administratif ou du côté technique, pour que la mission soit une réussite. La deuxième question et je pense ce que les planètes peuvent nous enseigner. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les planètes sont là pour nous montrer, pour nous donner des exemples de ce que pouvait être la Terre et ce que adviendra de la Terre si on s'active pas à la protéger. On a plein d'exemples, on a Mars qui a perdu son atmosphère et à cause de la perte de son champ magnétique, et donc on ne peut pas ne pas se sentir chanceux que la Terre ait un champ magnétique. On ne réalise pas que quand on prend une boussole et que la boussole pointe le nord, que ce champ magnétique, on lui doit notre survie. S'il n'y avait pas le champ magnétique, on aurait été Mars, on aurait perdu notre atmosphère. C'est ce bouclier magnétique qui protège l'atmosphère de l'érosion due au vent solaire. Quand on regarde une planète comme Vénus, on ne peut pas ne pas s'alarmer. Vénus, la température à la surface, elle est de plus de 400 degrés Celsius. C'est une planète qui est en dérèglement complet parce que son atmosphère contient des gaz d'effet de serre. Et donc, quand on regarde aujourd'hui que la température
température moyenne dans l'atmosphère a augmenté de 1,5 degré ou de 2 degrés pendant les 25 dernières années, on se demande si on n'est pas en train de marcher à grands pas vers la même destination. Et donc les chercheurs, les planétologues, ce sont eux qui vont frapper aux portes des politiciens et des décideurs pour leur dire faites attention. On a les preuves qu'on est sur la mauvaise voie. Ce que les planètes nous apprennent aussi est que la Terre est le seul endroit habitable qu'on connaisse aujourd'hui. Et que si on ne peut plus habiter sur Terre, on habitera dans des constructions artificielles en plein espace. Il n'y a pas une autre planète ou un autre vaisseau naturel pour nous abriter. Et donc il est très 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 important de faire attention à nos rivages, à notre environnement. Et quand j'étais gamin ou quand j'étais adolescent et un peu plus tard, je passais énormément de temps à regarder en haut. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à regarder en bas parce que j'apprécie énormément ce qu'on a en bas à travers tous les résultats qu'on reçoit en regardant en haut. Merci beaucoup, Mahdi, de cette belle conférence qui est une véritable invitation au voyage en réalité. Alors, concernant les voyages, et vous avez essentiellement axé, très heureusement d'ailleurs, sur un parallèle avec les voyages du XVe au XVIIIe siècle. En réalité, il manque quelque chose en tant qu'historienne que je réagis. C'est un discours de la Renaissance, ce que vous avez là, et c'est un discours qui évacue l'héritage arabe de la navigation. Les Portugais ne seraient jamais allés dans l'océan Indien sans l'expérience arabe, vous le savez, et par conséquent, il y a à la fois l'expérience arabe à ajouter, pour expliquer, et les Arabes ont donné un nom bizarre au Japon qui prouve que quand même ils sont allés au moins jusqu'en Chine, sinon plus loin, les Juzur el-Waqwaq. Bon. Mais d'autre part, il y a un grand explorateur chinois qui a fait l'inverse et qui est allé jusqu'au Yémen. Et ce sont les Chinois qui ont décidé d'arrêter. Mais ils étaient aussi dans la même expérience, en même temps que les voyageurs occidentaux. Ça, c'est juste pour compléter, si tu veux, ce que tu as dit sur les voyages européens. Cependant, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est comment on continue pour pouvoir alimenter les sponsors et les pousser toujours à financer ces expériences, c'est la vulgarisation. Et ce qui est intéressant dans la vulgarisation, c'est qu'on parle déjà de voyage dans l'espace. Il y a des gens qui, très riches bien entendu, auraient déjà engagé donc des frais dans l'idée d'aller là-bas. Et puis cette année, dans le journal Le Monde, il y a eu une série d'articles sur la Lune. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Et on a parlé des différentes couleurs de la Lune. Alors c'est la question que je voudrais te poser. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène très particulier de la Lune rouge, de la Lune bleue, etc. Voilà. Et merci encore pour ce très beau parallélisme que tu as fait entre les voyages de l'histoire et les voyages dans l'espace. Merci pour la réflexion. Pour revenir à ce parallèle entre les explorations spatiales et les voyages transocéaniques européens, vous avez parfaitement raison. Les grands explorateurs que j'avais cités, Colomb, Magellan ou Cook, n'auraient pas pu faire leur mission, réussir leur mission d'exploration s'il n'y avait pas les précédents arabes et autres et asiatiques qui avaient déjà démontré que ces voyages étaient possibles. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de l'équipage de Colomb, mais Magellan avait des navigateurs arabes sur ses navires, parce qu'il connaissait les
courants de la mer Indienne et un peu de ce qu'on connaissait du Pacifique Ouest. Donc il les a emmenés avec eux, mais aussi les Magellan, Christophe Colomb s'est basé sur les récits de Idrissi de Ibn Battuta pour démontrer qu'il y avait essentiellement que la mer, parce qu'on pensait à l'époque que l'océan Indien était un océan fermé, et qu'il avait montré que non, l'océan Indien, Ibn Battuta avait montré que non, l'océan Indien est probablement un océan ouvert vers ce qui est vers l'est, donc comme on connaissait depuis Ptolémée que la Terre était ronde, et donc s'il s'était ouvert par l'est, il aurait été ouvert par l'ouest, et d'où l'idée d'essayer de trouver l'Inde par le ouest. Et donc il y a la raison pour laquelle je n'ai pas cité ces explorateurs, et que il y a ces explorations, par exemple de Idrissi et de Ibn Battuta, ou d'autres, Marco Polo et d'autres, ce sont de grands voyages d'exploration terrestre. Et il y a une particularité pour les voyages transoceaniques, c'est l'isolation. C'est d'être en mer. Magellan, après d'avoir passé le détroit de Magellan, qui porte son nom aujourd'hui, a passé plus de 100 jours en plein mer sans voir de terre. Et il y a une pression psychologique énorme quand on passe 3 mois ou plus de 3 mois en plein mer, à ne pas voir de terre, à ne pas voir une autre personne ou une autre civilisation, ou un espoir de toucher à une destination, parce qu'on est perdu en fin de compte, ou on se pense des fois perdu, et que le seul moyen de s'orienter est un simple astrolabe ou un chronomètre dont on sait à peine la précision est fondamental. Et c'est là l'analogie très forte avec l'exploration spatiale. On est perdu dans l'espace pendant des mois, et quand la caméra d'une sonde vous renvoie tous les jours des images, on a les caméras d'orientation, on appelle les caméras stellaires, des images du ciel où il n'y a que des étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a rien, il n'y a pas on se sent perdu, et on est toujours inquiet. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs? Est-ce que Mars est vraiment au bout de 6 mois de croisière, ou est-ce qu'on va la rater par quelques centaines de milliers? Et donc les voyages transoceaniques, et c'est pour cela que je me suis référé à ces gens-là et non les grands explorateurs arabes qui ont essentiellement fait de l'exploration par voie terrestre, parce qu'ils ne savaient pas naviguer vers l'océan Indien à cause des alizés. Et correct. Ils leur ont indiqué le correct. Correct. Je rajoute leur remarque, pas pour ne prendre baisser la qualité de leur exploration. Ils se sont basés essentiellement, c'était des explorations maritimes, et des explorations basées sur le cabotage. Ils partaient vraiment pas trop loin ils restaient pas pendant 3 ou 4 mois en plein mer. Et donc, au moins c'est l'impression que j'ai. Merci pour cette occasion donc de communiquer, de discuter avec l'un de nos anciens élèves. Donc Silban est diplômé de l'université tunisienne, donc il y a moins de 20 ans. Et fier de l'être. Donc moi j'ai 2 questions. Une première question qui se rapporte à cet aspect personnel. Donc Silban est parmi nous aujourd'hui, donc il retourne à quelques pas de l'institut, donc de formation des cadres, donc ça lui rappelle des souvenirs d'enfance, mais aussi les médias ont parlé de votre venue, et certains parmi nos jeunes vous voient comme une valeur d'exemple. Donc qu'est-ce que vous recommandez à ces jeunes? Quelles leçons sommaires vous pouvez tirer de votre parcours professionnel? Dans quelle mesure vous avez été un visionnaire dans votre carrière et puis dans votre projet de vie? Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Qu'est-ce que vous recommandez aux jeunes? Donc tout cet aspect, donc vous êtes libre de sortir un joker parce que c'est personnel, mais vous êtes une personne publique, donc c'est pour ça que je me permets de vous poser cette première question. Et puis peut-être que je pose ma deuxième question
puis je vous laisse répondre aux deux. Ma deuxième question se rapporte à l'aspect coopération et compétition internationale dans la conquête de l'espace. Et puis peut-être aussi coopétition, on peut se partager une partie du chemin et garder pour soi une autre partie. Vous avez parlé de la genèse, donc de l'idée d'une mission spatiale jusqu'à la diffusion des résultats, mais quelque part on doit se poser la question, est-ce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait? Est-ce que quelqu'un d'autre est plus proche de nous pour le faire? Est-ce qu'on a intérêt à aller pouvoir lui proposer de le faire ensemble, ou est-ce qu'on va essayer de le faire avant lui? Tout cet aspect-là, parce qu'il y a certaines missions qui sont communes à plusieurs forces spatiales, d'autres puissances spatiales, d'autres sont plutôt individuelles. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet aspect? Merci. Merci. Je vous appellerai monsieur le directeur, ancien directeur de mon école d'ingénieur. Pour la première question, je suis le produit de l'école tunisienne dans ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de mauvais. On a toujours les deux aspects, mais il y a une particularité que je pense que j'ai gardée par le fait d'avoir été d'être le produit de l'école tunisienne, qui est aujourd'hui qui reste dans mon caractère, et la persévérance. Les gens qui me connaissent savent que je ne lâche jamais. Je tape sur les portes. Je m'acharne, même dans le domaine scientifique. Quand j'ai un problème, je ne dors jamais avant de le résoudre. Et ça, c'est un peu il me vient du système d'éducation tunisien, qui n'est pas un système facile. C'est un système où quand j'étais étudiant, il fallait vraiment faire beaucoup de travail pour trouver des stages, même. Il n'y a pas la facilité qu'un autre collègue à moi de MIT a, même si ce n'est pas une question uniquement de moyens, c'est une question aussi d'environnement, l'environnement d'éducation. Monsieur le Président, hier, on a eu une petite discussion hier à propos de ça, avec Monsieur le Président Sharfi, que je suis le produit d'un système qui n'existe plus, les systèmes de l'école maths-technique. Au secondaire, j'étais pas très bon au lycée, à la limite cancre, et donc mes parents ont réalisé que vraiment je n'allais sûrement pas être médecin ou mathématicien, et que il fallait apprendre un métier. Et donc on m'envoie à l'école, à la filière maths technique, qui était une filière orientée vers le côté professionnel. On reçoit en 6e année un brevet de tourneur ou de fraiseur au cas où on n'a pas le bac, qu'on puisse aller faire un petit métier à côté. Et je me suis rendu compte que la particularité que j'ai dans mon métier est d'avoir fait ça. Je suis l'un des rares ingénieurs dans mon laboratoire qui peut rentrer dans la salle où on fait des usinages, où on fabrique les pièces, et parler à un technicien avec le langage du technicien, parce que je sais exactement ce qu'il a fait. Ce qu'il fait aujourd'hui, je l'ai fait quand j'avais 15 ans au lycée. J'ai fait 250 heures de fraisage et 250 heures de tournage. Je ne me demandais pas d'usiner aujourd'hui, mais je comprends les principes et les besoins, et ces techniciens apprécient énormément que j'ai le côté presque ouvrier ou manuel du métier. Je ne suis pas un ingénieur qui a été formé avec les outils de conception assistée par ordinateur ou les outils de fabrication assistée par ordinateur. Je suis un ingénieur qui a été formé quasiment en tant qu'ouvrier ou plombier. J'ai fait beaucoup de plomberie, et donc ceci vraiment fait que ma particularité dans mon métier. Et donc je dis pour ne pas être très lent, pour revenir à votre question, ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, c'est que la qualité de l'enseignement qu'on a n'est pas
ce qui ne reflète pas nécessairement votre qualité. Vous pouvez être sortir des meilleures écoles du monde et ne pas pouvoir percer. Mais pareil, vous pouvez sortir des écoles tunisiennes qui sont respectables et faire grand chose de votre vie. Et il faut un peu de persévérance, il faut apprécier ce qu'on apprend. Il faut compenser pour ce qu'on ne sait pas. Quand je suis parti en France après avec mon diplôme d'ingénieur, je me rappelle, je travaillais sur mes premières missions spatiales et on parlait des microprocesseurs à haute densité, on les fabriquait dans mon labo. Et ben j'ai eu cette leçon-là à l'école d'ingénieur sur un bout de papier. Je n'ai jamais vu un circuit intégré, on n'a jamais fait des DP pareil. Et donc, je n'étais pas bête, je savais de quoi il parlait, mais je savais aujourd'hui aussi que je n'avais pas la technicité. Et donc, j'étais parti prendre un stage de côté à l'Université de Toulouse pour compenser ce manque-là. On n'a jamais, l'école, à la limite, ce que je pense, en rétrospective, ce que l'ENIT m'a appris, c'est d'apprendre à apprendre. Je suis autonome, j'apprends toujours, je me renouvelle dans mon métier. J'utilise aujourd'hui probablement 2 ou 3% de ce que j'ai appris à l'école d'ingénieur, mais les 98 ou 97% de ce que j'utilise dans mon métier aujourd'hui, je l'ai appris sur le terrain. Et donc, il ne faut pas croire qu'on apprend un métier à l'école. On n'apprend pas un métier à l'école, on apprend un métier sur le terrain. L'école vous apprend à apprendre si on fait attention. Pardon, votre deuxième question, c'est ? La compétition au Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et pour vous donner un exemple, quand on a lancé la sonde Maven, on est arrivé vers Mars le mois de septembre 2014. Et un mois après, on avait découvert que l'Inde avait lancé une sonde parallèle vers Mars et on allait se rejoindre en orbite autour de Mars dans l'espace de 2 semaines. Et on était très inquiets pour 2 choses. D'abord, la compétition scientifique. Quels instruments ils ont? C'est une mission pour étudier, pareil comme nous, les hautes atmosphères de Mars. Est-ce qu'ils ont des instruments plus sophistiqués que nous? Est-ce qu'ils vont publier plus rapidement que nous? Et donc il y a cette compétitivité, mais il y a aussi le danger de collision. Est-ce qu'on ne va pas avoir un accident en orbite? Et donc on est parti parler à nos collègues indiens pour s'enquérir un peu de leur projet, pour savoir si on était en compétition, mais aussi pour avoir les informations sur la trajectoire. Et donc être en compétition est quelque chose de routinier. On est en compétition souvent avec les Européens et on est aussi en collaboration avec les Européens. On vient il y a 2 semaines de livrer un instrument pour une sonde européenne qui s'appelle ExoMars, un atterrisseur, dont l'instrument a été fabriqué aux États-Unis, mais aussi on est en très grande compétition avec eux. Il n'y a pas de hard feelings, on n'a pas de rancune, mais il y a sûrement la compétitivité. On essaye de pondérer cette compétitivité de temps en temps en collaborant. المداخلة الأخيرة السيد أمين الرياحي. Bonjour monsieur, donc j'ai eu l'honneur déjà de vous rencontrer, ça fait 10 ans à la Cité des Sciences, dont vous avez parlé d'un des projets qui ont été réalisés, la navette, le vaisseau vers Mars, et là il a déjà atterri et vous avez déjà publié. Donc j'ai 25 ans maintenant et je développe un bracelet pour détection des crises d'épilepsie. Ma question c'est la démocratisation de l'aérospatiale avec SpaceX et la compétition avec NASA. Que pensez-vous un jour l'humain peut arriver à avoir lui-même un navette spatiale et aller vers l'espace, surtout avec l'avancée technologique qui existe maintenant? Merci. Merci, c'est une question très pertinente. On va vers ce chemin-là, de la privatisation du spatial. Toutes les agences spatiales nationales reconnaissent que aucune, surtout dans l'état économique de l'économie mondiale, aucun pays ne
peut soutenir un programme national spatial à lui tout seul. Et donc, on privatise, d'où la présence de SpaceX. SpaceX, en fait, elle a été subventionnée énormément par des bailleurs de fonds nationaux pour qu'ils puissent développer leurs lanceurs. Aujourd'hui, la NASA lance la moitié de ses satellites avec SpaceX. C'est le modèle de business qu'on accepte. Pareil, en fait, pour donner encore un autre exemple, la NASA a annoncé il y a 2 semaines, elle nous a demandé de proposer des instruments pour être embarqués sur des atterrisseurs lunaires commerciaux. On va demander à SpaceX, à Boeing, à Lockheed Martin, des compagnies comme ça, de commencer à construire des atterrisseurs commerciaux où la NASA peut acheter la charge utile quand on en a besoin pour mettre des instruments scientifiques sur la Lune. C'est un modèle économique qui, je pense, se généralisera d'ici une vingtaine d'années. Les agences nationales vont probablement juste se réserver les grandes missions vers les confins du système solaire ou des étoiles proches. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt économique dans ces missions-là, mais pour tout ce qui est la routine des missions spatiales dans l'environnement terrestre proche jusqu'à Mars ou Jupiter ou la Lune, ou établir des bases lunaires, et faire le taxi avec les astronautes entre la Terre et la Lune, ça sera des entreprises privées sûrement qui feront ça. Et donc, en tant que chercheur, on commence à s'adapter à ce changement de modèle, à interagir avec des fournisseurs commerciaux de tout un système de lancement au lieu d'avoir comme un interlocuteur une agence spatiale nationale. شكرا مرة أخرى أستاذ مهدي على هذه المحاضرة وعلى هذه الأجوبة. أدعو كل الحاضرين الآن إلى حفل استقبال بسيط في القاعة المجاورة، وأدعو أعضاء المجمع إلى صورة تذكارية مع الأستاذ المهدي.